Alors, Éric Hazan, on continue avec, autour de ce petit bouquin que vous sortez, LQR, la propagande du quotidien quand même, hein, vous y allez fort. Vous dites que votre but dans ce travail, c'est d'identifier, de décrypter cette nouvelle version de la banalité du mal. C'est costaud quand même, comme, vous voyez, la banalité du mal dans la langue parlée aujourd'hui. C'est une référence évidemment au livre d'Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, essai sur la banalité du mal. Oui, je pense que cette nouvelle langue, issue du langage des économistes et des publicitaires et répandue à flot dans notre vie quotidienne, est une manière pour nous faire accepter l'inacceptable. Et pour nous faire tenir tranquilles, parce que un des traits de cette langue, c'est la mise à l'écart de tous les mots de l'émancipation. Émancipation comprise, d'ailleurs. Émancipation n'est plus un mot très acceptable aujourd'hui. Mais il n'y a plus de classe. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des immigrés. Il n'y a plus de classe ouvrière. Vous savez combien il y a d'ouvriers en France? L'INSEE, qui n'est pas la LCR, nous informe qu'il y a en France... Alors, on a posé la question des étudiants de 4e année Bren. Combien y a-t-il d'ouvriers en France en proportion de la population active? Mais vous devez faire une réponse collective. Bac plus 5, sciences de l'éducation. Et ils se sont consultés, et puis ils ont dit 5%. Alors l'INSEE, donc, qui n'est pas la LCR, nous informe qu'il y a aujourd'hui, en 2008, 30% d'ouvriers en France, soit 6 300 000 personnes. Donc pour que des étudiants Bac plus 5 n'en voient plus que 5%, ça veut dire qu'on a réussi à effacer de notre regard 25% de la population. Ils ne sont plus dans les journaux, ils ne sont plus dans les médias, ils ne sont plus à la télé, ils ne sont plus au cinéma, la condition ouvrière, on n'en parle plus, il n'y a plus d'ouvriers en France, c'est fini, c'est une bonne nouvelle. Et même la classe moyenne, sur laquelle tous les penseurs, tous les philosophes politiques depuis Aristote fondent de grands espoirs en disant qu'elle allait phagocyter les extrêmes et finir par régner sur le monde. Même la classe moyenne a perdu de son aura. Donc, plus de classe, mais des couches sociales, des tranches d'âge, de revenus, d'imposition, des catégories socio-professionnelles, des milieux, mais plus de classe et encore moins de lutte qui les opposerait entre elles. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la disparition des exploités. Vous avez peut-être vu, vous savez qu'il y a le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Hein. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent régulièrement. Et donc moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. Hein. C'est pas le contraire. C'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, je ne pense pas de la même manière la réalité sociale. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. Pour ceux qui sont assez vieux dans la salle, ceux qui ont connu la guerre de 68, à l'époque, il y avait un penseur qui s'appelait Marcuse. Marcuse qui nous avait prévenu. Il avait dit attention mes petits amis, nous sommes en train de vivre en ce moment, en 68 dans le monde, hein, c'est pas seulement en France, la toute dernière critique efficace du capitalisme parce qu'on est en train de nous changer les mots et on est en train de nous enlever des concepts qui permettent de penser négativement le capitalisme et de nous donner à la place des concepts opérationnels, c'est-à-dire qui ne servent pas à penser mais seulement à agir et qui le désignent d'une façon strictement positive. Je prends un exemple parce que je vous sens perplexe. Dans ces années-là, les pauvres, encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleur social, voyez, éducateur, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Oui. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir, puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation.
Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Comment quelqu'un exploite ce type? Où il est que je lui pète la gueule? Alors, le pouvoir nous a fait comprendre, ce s'est fait très subtilement, que ça serait bien désormais d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon, alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, hein. Mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. Je voulais qu'on le fasse, je veux dire, voilà, on va quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que ce con a pas de peau. Enfin, je veux dire, Il n'y a plus d'exploités. Pourquoi? Parce que les exploités supposent la présence d'exploiteurs. Et si on parle d'exploiteurs, on revient à la lutte des classes. Donc on a remplacé les exploités par des exclus. Ce qui est très intéressant, ce qui est évidemment une substitution tout à fait intéressante pour le maintien de l'ordre, parce que des exclus, il n'y a pas d'exclueurs, ça n'existe pas. Donc les exclus, c'est leur faute. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire preuve envers eux de compassion, mot qu'on croyait disparu depuis le XIXe siècle et qui est réapparu dans le vocabulaire de George Bush et de Nicolas Sarkozy. Donc on remplace la lutte pour la justice par l'action humanitaire. Et la figure héroïque de l'homme du peuple, disons Jean Valjean, elle a disparu au profit de la pauvre silhouette de l'exclu qui est un personnage sans papier, sans voix, sans droit, sans parole, sans domicile. Mais Éric Cazin, encore une fois, à l'origine de ces mots, à l'origine de ce langage, il n'y a pas une fabrique quelque part avec des gars qui sont sur des planches devant des ordinateurs en train de dire tiens, au lieu de dire triomphe du néolibéralisme ou triomphe de la nouvelle forme du capitalisme, on va appeler ça la crise. Ouais, ça va passer les gars, la crise. Et puis on essaie, on appelle Yves Montand. Dis-nous comment tu dis la crise. La crise? Quelle crise? Et voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors vous dites oui, mais ça, c'est produit par des milieux qui ont des convergences de formation, d'éducation. Vous voyez le métro, le matin, vous prenez le métro de temps en temps, ok? Tout le monde n'a pas que des chauffeurs, non? Il y a des gens qui ont le métro aussi un peu. Ça va ici, je parle, non, juste pour savoir, d'accord? Et puis d'intérêts, on vient de le dire, d'intérêts qui sont les leurs, c'est-à-dire de défendre leur patrimoine. Ils sont des conservateurs, ils veulent soit grimper, soit se maintenir au stade où ils ont réussi à grimper. C'est rien, ok? C'est rien ce que vous êtes en train de faire, ok? Quand vous êtes dans une assemblée générale, ok, devant des actionnaires, il faut vous défendre sur l'ensemble de vos filiales. Vous devez intervenir en anglais, dans un contexte chahuté. Vous avez devant vous 20 000 actionnaires qui sont présents dans la salle, d'accord? Imaginez un peu le truc. Le Zénith, Bercy, énorme, sont là. Avec des investisseurs, ok, qui sont présents, des analystes financiers qui appellent de Londres, de New York, de Zurich, qui veulent que vous vous expliquiez un petit peu sur la stratégie de votre entreprise et sur les perspectives d'évolution. Et suivant votre discours, qui est rassurant ou pas, ils vont recommander de vendre ou d'acheter le titre. C'était moins marré, non? Et là, je préfère vous dire, faut pas chercher ces mots, hein. Mais c'est quand même assez flou sur la production de tout ça. Oui, il faut certainement se détourner, refuser la thèse du complot. Les gens qui se réunissent dans un bureau pour dire on va inventer tel et tel mot. Évidemment que non. Si c'est flou, c'est que en réalité c'est une genèse qui est floue, puisque il y a personne de précis qu'on puisse accuser de créer et de répandre cette langue. C'est tout un milieu, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui chacun dans leur coin inventent et répandent. C'est pour ça que c'est flou, c'est vrai, mais je pense que ça répond à une véritable, à une réalité. La réalité est floue, là. Ce n'est pas une langue. Et là, je dirais que c'est une différence avec la langue du Troisième Reich, qui, elle, était pas du tout floue, et on savait très bien d'où ça venait. Ça venait des services de Goebbels, de façon tout à fait claire, autoritaire, policière, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, c'est beaucoup plus une espèce de rhizome. Alors, vous prenez, on va prendre un certain nombre, quelques mots, comme ça, il faut quand même lire le livre.
sinon c'est pas drôle. Puis il y a des moments drôles quand même. Hein. Une citation, il y a quelques personnages il faut quand même pas louper les passages où il est question d'Alexandre Adler et d'autres comme ça, mais ça, mettons ça de côté. C'est les petits bonbons qui récompensent le lecteur attentif. Quelques facéties de notre ami Adler. Mais vous parlez des mots essorés, par exemple, hein, ce que vous appelez l'essorage sémantique. Vous prenez des mots comme citoyen, citoyenne, ou l'expression droit de l'homme. Je pense que y a des mots qui ont, à force d'être utilisés à contresens et à répétition, finissent par perdre leur sens initial. Je pense que aujourd'hui, droit de l'homme, qui a été quand même pendant la Révolution une espèce de paradigme révolutionnaire. Hein, j'ai lu que Chaumette, qui présidait la commune insurrectionnelle de août 92, disait le rocher des droits de l'homme. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme ? En France, et on peut dire, du point de vue du monde occidental en général, c'est essentiellement un produit d'exportation vers les pays qu'on appelle en développement ou émergents quand ils ont du pétrole, produit d'exportation en compagnie des mines antipersonnelles, des stocks de sang contaminés et des médicaments périmés et des directives du Fonds monétaire international. Il y a un autre